Il est 8h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal de David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Avec 3 titres à la une pour commencer. N'arriverons-nous donc jamais à nous en débarrasser? C'est le retour du déficit. Le gouvernement l'anticipe plus haut que prévu. Explications et conséquences dès le début de ce journal. Emmanuel Macron aurait bien aimé ne plus entendre ce nom, mais rien à faire. Alexandre Benalla est à nouveau sous le feu des projecteurs. Il n'échappera pas aux questions de la commission d'enquête du Sénat. Du cannabis pour soigner la douleur. Faut-il l'autoriser? Le débat s'impose en France. Vous entendrez le témoignage d'une patiente, un document qui incite à la réflexion. Europe 1. On croyait que c'était l'une des priorités d'Emmanuel Macron, réduire le déficit. Le gouvernement avait promis qu'il ne s'élèverait plus qu'à 2,4% du produit intérieur brut en 2019. Finalement, Bercy anticipe un déficit à 2,8%, juste en dessous de la limite de Maastricht. Emmanuel Dutheil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service France d'Europe 1. Est-ce que cela veut dire que le gouvernement n'a pas suffisamment fait d'efforts en matière de baisse de la dépense publique? Oui, le gouvernement n'a pas voulu serrer la vis plus fort que ce qui était prévu pour tenir ses objectifs. En effet, comme la croissance est moins forte qu'espérée il y a quelques mois, le gouvernement a tout simplement dans ses poches moins d'argent qu'anticipé et c'est donc pour cela que le déficit va être plus important que les prévisions cette année et l'an prochain. Surtout qu'en plus d'une croissance un petit peu plus faiblarde, le gouvernement doit intégrer la dette de la SNCF, ça se calcule quand même en milliards, et il doit également honorer des promesses de campagne comme transformer un crédit d'impôt pour les entreprises en base de charges pérennes. Tout ça, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent, mais à Bercy on y tient mordicus. On veut absolument rester sous cette barre des 3% de déficit. Pourquoi? Eh bien c'est une question d'image, dit-on. Si on veut peser en Europe, on doit être capable quand même de payer nos factures. Mais bon, au moins pour l'an prochain, la mission s'annonce compliquée. Il n'y a déjà plus de marge de manœuvre, alors que dans la majorité, certains aimeraient envoyer des signaux, par exemple aux retraités, ce qui laisse dire à certaines grosses entreprises qu'une taxe un petit peu exceptionnelle pourrait bien leur tomber dessus pour tenir les promesses. Emmanuel Dutheil, le chef du service France d'Europe 1. Aux grandes dames d'Emmanuel Macron, l'affaire Benalla est de retour à la une de l'actualité avec ce bras de fer qui aura duré toute la journée d'hier. L'ancien chargé de mission a d'abord refusé de répondre à la convocation des sénateurs, puis dans la soirée il a changé d'avis, contraint et forcé. Il se rendra prochainement devant la commission d'enquête. Un refus aurait été passible de poursuites supplémentaires. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'argument valable pour refuser l'audition, David? Si, en fait, parce que la loi dispose que la commission ne peut pas s'intéresser à une affaire qui fait l'objet par ailleurs de poursuites par la justice. Et c'est le cas d'Alexandre Benalla qui est mis en examen suite aux événements du 1er mai. Écoutez les explications de Pascal Gastineau, président de l'Association française des magistrats instructeurs. Le principe qui est en jeu ici, c'est la séparation des pouvoirs. Les commissions d'enquête parlementaire ne peuvent interférer avec l'enquête judiciaire. En pratique, cela veut dire donc que les questions des sénateurs à une personne qui est mise en examen ne peuvent porter sur les faits qui lui sont reprochés. Et ne pourraient porter que sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement des institutions, de l'exécutif et ce qui est apparu. Comment par ailleurs entend dans le cadre d'une commission parlementaire, c'est-à-dire sous serment avec une retransmission en direct, une personne qui, dans 2 semaines, va être entendue avec son avocat dans le secret d'un cabinet d'instruction. Et c'est un exercice de dentelière que de pouvoir faire le tri entre les questions qui relèvent de la compétence de la commission d'enquête parlementaire et celles qui relèvent d'une information judiciaire. Propos recueillis par Alain Acco. Il est 8h04. La Hongrie va-t-elle être sanctionnée par l'Union européenne? C'est la question à laquelle les députés de Strasbourg doivent répondre aujourd'hui. Viktor Orban respecte-t-il encore nos valeurs communes? Liberté de la presse, indépendance de la justice, droit des réfugiés. Le leader autoritaire hongrois est-il en dehors des clous? Si les députés votent les sanctions, la Hongrie pourrait perdre son droit de cité au Conseil européen. Les explications de notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. C'est l'heure de vérité pour la droite européenne. Est-ce qu'elle se range aux côtés de Viktor Orban ou est-ce qu'elle se rapproche plutôt des progressistes, comme les décrit Emmanuel Macron? Hier, les partis politiques pro-européens ont exhorté les conservateurs à se désolidariser du Premier ministre hongrois. Le Vert Philippe Lamberts leur réclame un choix clair. Mais où sont donc vos limites? Allez-vous abandonner vos valeurs humanistes pour faire campagne sur les thèmes de l'extrême droite, pour faire liste commune avec elle? Aucun poids lourd de la droite n'a soutenu Viktor Orban lors du débat à Strasbourg. En revanche, il a été très applaudi par l'extrême droite. Nicolas Bay du Rassemblement national lui ouvre les bras. Face à Merkel et Macron qui veulent toujours plus d'immigration et toujours plus de fédéralisme, vous incarnez, avec Matteo Salvini, les fers de lance d'une autre Europe.
Hier soir, les 218 élus de la droite traditionnelle se sont réunis 3 heures à huis clos, mais ils restent divisés. Il n'y aura donc pas de consigne de vote officielle sur la Hongrie. Tout à l'heure, tous, y compris les eurodéputés, les Républicains, devront prendre leurs responsabilités. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1. Le bilan de l'attentat suicide qui a frappé une foule de manifestants hier en Afghanistan vient d'être revu à la hausse. Ce sont 68 personnes et non 32 qui ont été tuées par le kamikaze et sa bombe. C'est le second attentat le plus meurtrier dans le pays depuis le début de l'année. Europe 1. Faut-il autoriser le cannabis thérapeutique ? Vous allez écouter le témoignage d'une femme malade, un témoignage saisissant dans quelques instants sur Europe 1. La suite du journal avec David Doucan et ce débat sur la légalisation du cannabis thérapeutique. Oui, cela existe déjà à l'étranger, en Allemagne ou aux Pays-Bas par exemple, mais en France, c'est interdit, sauf que l'Agence du médicament demande à ce qu'on ouvre cette réflexion. Un comité d'experts doit rendre ses conclusions d'ici la fin de l'année. Selon les estimations, il serait 300 000 patients en France à en avoir besoin, des hommes et des femmes qui souffrent souvent atrocement et pour qui les traitements classiques sont inefficaces. Europe 1 vous propose ce matin un document pour comprendre. C'est le témoignage de Corinne. Elle est atteinte d'une grave maladie qui soude petit à petit ses articulations. On imagine les douleurs intenables et la seule chose qui la soulage, c'est le cannabis. Le problème, c'est que les variétés qu'on trouve sur le marché noir, ce sont des variétés qui sont faites pour planer, pour avoir la tête ailleurs. Et moi, c'est pas du tout ce qui me convient. Moi, ce qu'il faut, c'est qu'il y a un effet anti-inflammatoire très fort. Et sous quelle forme alors vous les prenez, ces cannabinoïdes ? Si je suis en crise et qu'à ce moment-là, je peux plus du tout bouger, j'ai plus que la tête qui bouge et je suis complètement paralysée. Donc là, je vaporise sous forme de vaporisation parce que je ne fume pas. Et là, ça fait effet très vite. À ce moment-là, je sens les douleurs, mais lointaines, comme s'il y avait un feutre, et ça me permet de les supporter. Et le fleur de cannabis, vous la procurez comment ? C'est moi qui plante ça, et qui cultive, qui récolte mes fleurs, et c'est là tout le problème, justement. Un jour, j'ai vu arriver la gendarmerie, c'était juste derrière eux, donc je pouvais pas le cacher, et donc je leur ai expliqué que j'étais malade, qu'on ne pouvait pas me soigner, donc j'ai justifié tout ça, mais ils m'ont quand même mis 2 ans de prison et donc j'ai dû faire 3 expertises médicales pour prouver que mon état de santé n'était pas compatible avec la détention et donc ils m'ont fait une dispense de peine. Je suis une délinquante au vu de la loi, au vu des forces de l'ordre et tout le monde comprend, les médecins me disent qu'ils approuvent, qu'ils voient les bienfaits, qu'ils sont tout à fait d'accord avec moi, qu'on serait au Canada, ils pourraient me le prescrire, mais que là, en l'occurrence, ils ne peuvent rien faire pour moi si ce n'est que de m'encourager à continuer. Est-ce que je peux vous demander quel âge vous avez et quelle est votre situation familiale ? J'ai 50 ans et je suis mariée et j'ai 6 enfants. J'ai à peu près une espérance de vie de 7 ans encore. Non, c'est vraiment pour moi, ça a été miraculeux. Par contre, ce que je regrette, c'est de mettre en danger ma famille, mon mari et de risquer d'avoir à nouveau de gros problèmes. Ça, c'est vrai qu'on vit dans la peur tous les jours lorsque je suis obligée de me remettre au jardinage. Une interview réalisée par la chef du service société, Ève Roger. Alors on n'est pas pour la légalisation du cannabis évidemment, mais force est de constater que le témoignage de cette femme est saisissant, émouvant et la situation est absurde. Il méritait d'être entendu en effet. Absolument. Partons maintenant en Loire-Atlantique, David Doucan, avec cette alerte sur l'état des cars scolaires. Oui, les conducteurs du département sont en grève depuis 2 jours, en cause la vétusté et même, pour tout dire, le délabrement des véhicules. Les chauffeurs ont peur pour la sécurité des enfants. Écoutez cette enquête de François Coulant. Il y a des pannes à répétition en une journée. Une conductrice a dû par exemple changer de car à 4 reprises. Ils tombaient en rideau les uns après les autres. Récemment, Antoine s'est lui fait 2 grosses frayeurs. J'avais 53 personnes à bord. Mon bus a pris feu pour un problème d'entretien. Et j'ai une porte de mon car scolaire qui s'est ouverte sur le périphérique nantais à 70 km/h. J'ai paniqué. C'est notre hantise en fait, c'est d'avoir un accident avec des enfants à bord. Nous-mêmes, on se met en danger et on a peur. Tous pointent du doigt les mécanos débordés, parfois mis à contribution pour conduire des bus. L'entretien des véhicules en pâtirait sérieusement. On roule maintenant la peur au ventre dans nos cars scolaires, témoignent Karine et Sandra. Je roule et le pare-soleil qui coince mon volant. Je tremblais de partout. Un petit peu plus, j'allais dans le fossé parce que je me suis arrêtée peut-être 2 cm du fossé. J'ai le bocal de refroidissement qui a explosé devant l'école. J'ai quand même dû faire mon circuit. On peut casser des moteurs. Il faut mettre en sécurité les élèves. On transporte des êtres humains. C'est pas des colis. La direction vient d'embaucher 2 mécaniciens supplémentaires pour traiter 300 cars et bus souvent amortis. Il en faudrait 3 fois plus, lâche un gréviste. Bouguenais, François Coulon, Europe 1. Merci David Doucan pour le journal de 8h.